Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gymtonic après Paris et Monaco. Les Aiglons ont fait tomber l'Olympique de Marseille. Elle reste invaincue en Ligue 1. Nous allons débriefer tout ça en compagnie de nos spécialistes de la rubrique foot de Nice Matin. Et honneur aux dames avec à mes côtés Léandra Iacono. Salut Léandra. Bonjour Mika, bonjour à tous. Il y avait la Léandre. Il y a la Léandre. Il y a la Léandre. Effectivement. Vous l'avez entendu, William Abercé est avec nous. Salut Will. Salut Mika, salut à tous. Vincent Melichini. Salut Vincent. Salut à tous. Tout va bien? Tout va bien, très bien. Les enfants se portent bien? Parfaitement. Bon, parfait, tant mieux. Notre invité cette semaine est une ancienne idole du Stade du Rail, attaquant de l'OGC Nice au début des années 2000. Poussin Mélin est de retour avec nous sur le plateau de Gymto. Salut Poussin. Salut Mika, salut à tous. Comment ça va? Tout va bien très toi bien, aussi? très en pleine content forme d'être ici, voilà. Ouais, nous aussi on est très contents que tu sois avec nous. Alors au sommaire de cette émission, nous reviendrons donc sur ce Nice-Marseille et sur l'entrée décisive d'Evan Guessant. Doit-il être titulaire à Clermont? Ça sera notre pour-contre de la semaine. Et puis nous évoquerons aussi ces statistiques qui font rêver avant de se plonger dans le Clermont-Nice de vendredi soir. Et en fin d'émission, le Souviendra sera consacré à la ferveur qui accompagnait l'OGC Nice et qui n'est pas sans rappeler les débuts de l'équipe de Poussin Mélin des années 2002. Hein, c'est vrai, il y avait du monde au stade, au Rail et à l'Alliance Riviera cette année. Il y a du monde aussi. Ça fait 20 ans à peine. Et ça fait 20 ans. On attaque donc d'abord ce Gymtonic par cette victoire 1-0 face à l'Olympique de Marseille. Vincent, on s'est beaucoup ennuyé en première mi-temps, énormément. Même, on a serré les fesses en seconde. Et puis, il y a eu la délivrance avec le but d'Evan Guessant. Bah, que dire de plus? Franchement, ça fait longtemps que je ne m'étais pas autant embêté à l'Alliance Riviera. J'ai pas vu grand-chose sur le plan du jeu. Première mi-temps, on parle. Hein. Bon, moi, même en deuxième, franchement. Même en deuxième. Non, honnêtement, après, Will, je le vois faire la moue, il a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et c'est tout le charme de cette émission. Sinon de cette émission et du football. Mais à l'arrivée, Nice gagne encore, bat encore une fois une grosse écurie de la Ligue 1 et ça fait de Nice un deuxième de Ligue 1. J'ai pas envie de dire brillant parce que ce n'est pas le cas quand tu marques aussi peu de buts, mais encore une fois, là c'est un entrant qui fait la différence, une tête absolument magnifique parce que le coup franc de Boga, oui certes il est bien tiré, mais c'est pas non plus un geste technique très compliqué. Ça fait du bien par contre de voir enfin un coup de pied arrêté bien tiré. Et voilà, toute l'agressivité et toute la technique, parce que cette tête, elle est quand même magnifique, un beau jump, de la puissance. Et ça fait 1-0 contre l'OM, c'est toujours très savoureux par contre ça. On cite tout de suite. Allez, Will, tu peux répondre d'entrée à Vincent. Tu n'étais pas tout à fait d'accord sur l'ennui peut-être de cette rencontre. Non, pas sur l'ennui, mais sur la deuxième mi-temps où il dit qu'il n'y a rien eu non plus. Moi, j'ai vu quand même beaucoup de mieux dans l'attitude, dans le pressing, dans l'énergie qu'il mettait à la récupération du ballon. Et d'ailleurs, ils en récupèrent beaucoup plus dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps que sur l'ensemble de la première. Après, il y avait une qualité d'adversaire en face qui a été, je trouve, plus convaincant dans la circulation, dans la fluidité de la conservation, mais avec ses armes, encore une fois, cet hermétisme dans le défensif fait la différence, quoi. Et au final, le coup franc, moi je trouve que quand même, si on manquait de qualité, et enfin on en a vu sur ce coup de pied arrêté de Jérémy Boga. Après, pour le reste, énorme, Guessant, rien à dire. Mais je trouve qu'en deuxième mi-temps, rien à dire, on aura des thèmes sur Guessant, donc garde-en un peu quand même. Oui, non, mais pour cette action-là. Voilà, je trouve que quand même en deuxième mi-temps, on a vu un OGC Nice un peu plus solide, un peu plus qui allait chercher l'OM plutôt que la première mi-temps où il a suivi un peu le mouvement. On va regarder les stats de cette rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille pour voir que c'est assez équilibré sur l'ensemble de ces statistiques, 50-50 dans la possession, quasiment autant de tirs pour Nice que pour Marseille, plus d'occasions et un poteau en faveur de l'Olympique de Marseille. Poussin, tu as évidemment vu cette rencontre. Bien sûr. Bon, le beau jeu, tout ça, un derby, on s'en fout, ça se gagne quoi. C'est vrai qu'à choisir, si on doit avoir un bon match ou la victoire, à choisir, je préfère la victoire. Ouais. C'est vrai que des matchs comme ça, des fois on attend à avoir un gros match, mais à l'arrivée on prend les 3 points et je pense que c'est ça qu'on a envie de retenir. L'endroit, toi tu es habitué au beau jeu de l'AS Monaco, c'est vrai que quand on regarde l'OGC Nice en ce moment, c'est efficace, mais c'est pas très beau à regarder quoi. On va dire que c'est pas hyper emballant, mais en même temps, c'est solide. Là, ça a fait craquer l'OM sur la fin, parce que c'est aussi parce qu'ils sont solides que Balerdi à un moment, en tout cas, il entraîne ses coéquipiers un peu à leur perte, mais je pense que parfois, on n'a pas besoin d'être emballant. Et ce que disait Poussin aussi, un derby, ça se gagne. Marseille, c'est savoureux, quoi, vraiment. Et on le voit avec
la réaction des spectateurs. Eux, peut-être qu'ils se sont ennuyés, mais au final, à la fin, ils ont fait la fête. Seule la victoire est belle, Will. C'est victoire est belle. Et puis tu parles de Monaco, de beaux jeux. J'ai regardé Monaco-Metz. Sans Golovin, merci, au revoir. Il n'y a pas de jeu non plus. On en parlera. Il n'y a pas de jeu non plus. Des frères de la côte, des rois de la côte, Monaco et Nice, qui occupent les 2 premières places du classement. Ce sera un de nos thèmes de tout à l'heure. On a parlé d'Evan Guessant, c'est notre focus de la semaine. Et on a titré Evan Guessant ne déçoit jamais, parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, Vincent, une seule titularisation pour l'instant pour Evan Guessant, on verra ses stats tout à l'heure, mais c'est vrai que quand il rentre, en tous les cas, il répond présent. Mais en fait, lui, ce qui doit le perturber le plus, c'est que en fait, il ne joue pas parce que tu as Terem Moffi qui a coûté 30 millions d'euros. Parce qu'aujourd'hui, clairement, quand tu joues à Lorient, que tu marques et tu permets à ton équipe de... Pratiquement, il y avait eu match nul au final. Hein. Ouais. Un attaquant qui marque, en principe, la règle, c'est tu démarres le match d'après. Il avait répondu aux attentes à Lorient. Là, ça fait plusieurs fois qu'il entre en cours de jeu, il est performant. Là, ce week-end, on va pas spoiler le débat d'après, mais il te fait gagner contre l'OM. Il mériterait de démarrer. Il doit se demander ce qu'il doit faire pour avoir plus de temps de jeu et en plus il a eu la possibilité de partir en toute fin de mercato, Evan Guessant. Il y a eu des clubs comme Montpellier, Lille, même Wolfsburg qui sont venus un petit peu au renseignement en toute fin de mercato et Nice a vraiment bien fait de le garder. Mais ouais, non, en tout cas moi je trouve que c'est vachement bien ce qu'il fait. On rappelle oui, que pourquoi il a été titulaire à Lorient, c'était une raison disciplinaire. C'était par défaut, en fait. C'est parce que c'était sanction contre Terem Moffi qui était arrivé en retard à une causerie, comme Jean-Claire Todibo. Donc du coup, c'était sanction et Guessant en avait profité, mais il en avait bien profité. Pour ça, je suis totalement d'accord avec Vincent. Il avait été titulaire par défaut, mais il avait super bien répondu. D'ailleurs, même dû obtenir un penalty. Alors, on se rappelle de son histoire de la chaussure complètement arrachée. Ouais, c'est vrai. On va regarder justement donc les stats d'Evan Guessant depuis le début de cette saison sous les couleurs de l'OGC Nice, avec donc 9 matchs joués, une titularisation. C'est-à-dire qu'il est rentré dans tous les matchs au moins, soit titulaire une fois, soit rentré dans tous les matchs depuis le début de la saison. Evan Guessant, 2 buts inscrits, Cindric Brucy, 9 tirs. Tu le trouves comment, toi? Tu as été attaquant, évidemment, Poussin. Evan Guessant, pour toi, qu'est-ce qui t'inspire? Il m'inspire qu'on sent quelqu'un qui rentre à chaque fois dans les matchs et qui se donne à 100%. Quoi. Et on voit un joueur qui a envie de devenir titulaire, justement. Même si pour le moment, il n'est pas titulaire, qu'il a été juste titulaire une fois par procuration, on va dire. Mais je pense que s'il continue comme ça, il commence à prétendre à une place de titulaire. Ah, t'as pas pour ça, il a connu ça, j'imagine ses concurrences avec l'attaquant entre guillemets phare et star. Guessant, à chaque fois, comme il a dit Poussin, à chaque fois qu'il entre, il montre quand même énormément de bonnes choses, mais au-delà de ses buts, dans le jeu, ça fait quand même plusieurs semaines où il est même plus alerte dans l'utilisation du ballon que Terem Moffi qui est en grande difficulté depuis ses exploits contre Paris. Poussin, c'était l'attaquant star à Nice quand même. Hein. Mais s'il jouait pas, Poussin, il râlait, mais c'est normal. Bien sûr, après on est tous, quand on est joueur et tout. T'as été derrière aussi? T'as été... un moment, je l'ai été aussi, je l'ai été. C'était Lasland qui jouait avec Chirad. C'est vrai que j'étais remplaçant, mais après, voilà, il faut être compétiteur, il faut gagner sa place. Donc à chaque fois qu'on nous donne l'opportunité, il faut essayer de la saisir et de montrer des bonnes choses. Evan Guessant, Léandra, c'est un joueur qui, on dit, ne déçoit jamais, parce que c'est vrai que, et on écoutera Francesco Farioli aussi, c'est un peu un couteau suisse en attaque, il peut jouer en pointe et sur les côtés. Déjà ça, et puis je trouve que c'est un super point d'appui là, pour les ressorties du ballon. Comme l'ont dit les gars, en fait, il joue sa carte à fond, et je trouve que c'est un beau message aussi de Farioli là, en conférence de presse après le match, où il dit la roue va tourner. Donc, en tout cas, s'il suit son message, c'est une bonne chose pour Evan. Il faut que la roue tourne, comme disait Franck Ribéry, on l'embrasse. On va écouter Francesco Farioli justement à propos du positionnement d'Evan Guessant sur ce front de l'attaque. Il est devant la caméra de Philippe Bertini. Evan può giocare sicuramente in più di una posizione. Alors non, il peut jouer dans plusieurs positions. Certains matchs, il a joué effectivement numéro 9, mais dans certains autres matchs, il est rentré en tant qu'ailier. Et avec ses caractéristiques, il nous offre plusieurs possibilités. Là où il aide le mieux, effectivement, c'est au poste d'avant-centre, mais il peut aussi jouer dans d'autres positions. Et dans tous les cas, il va à chaque fois aider beaucoup. Portare le sue caratteristiche anche in un'altra posizione di campo e dare anche lì un grande contributo. Voilà donc pour Evan Guessant, on a l'impression que
Il n'est pas un peu coincé, là, Francesco Farioli, là, pour faire jouer Van Guessant ou pas, à la place de Mofi, ou peut-être sur un côté, à la place de Laborde? Mais c'est pas le club qui est coincé, parce que c'est quand même super sympa d'avoir Mofi ou Guessant. Mais quand tu as investi autant d'argent sur Mofi, c'est-à-dire presque 30 millions d'euros, imagine Guessant, il démarre à Clermont, il marque encore. Tu fais quoi de Mofi le match d'après? Il a une valeur marchande, Mofi, et puis surtout, c'est une valeur sûre de cet effectif. Voilà, on ne peut pas l'enlever. Et surtout, c'est un salaire colossal. Léandra pourra en parler également avec Ben Yedder. Dès que tu le mets un peu sur le banc, un joueur comme ça, bah, ça va te créer un souci. Mais bon, après, c'est pour ça que Francesco Farioli est manager, et c'est bien à lui de gérer ça. Allez, on a un peu attaqué le débat justement sur ce match face à Clermont. On passe au pour-contre. Et notre pour-contre cette semaine, il est tout simple, la question, Evan Guessant doit-il être titulaire à la place de Terran Mofi en attaque, en pointe face à Clermont vendredi soir? La parole à Will. Oui. Un peu contre-appel. Moi, je vais dire non, parce que c'est pas la place de Mofi que je l'imaginerais, mais plutôt la place d'un Laborde. Parce qu'en fait, j'ai fait exprès de poser cette question. J'ai fait exprès de poser cette question au coach en conférence de presse pour savoir s'il envisageait aussi peut-être de le titulariser à un autre poste que le poste d'avant-centre, parce que je trouve que Guessant a les qualités aussi pour s'exprimer sur le côté. D'ailleurs, il a déjà fait entrer en cours de match sur le côté. Et c'est Gaëtan Laborde, moi, qui me pose quelques questions depuis quelques matchs. Je trouve qu'il a plus trop d'impact. Techniquement, il a les mêmes difficultés que Terran Mofi dans les remises, dans les redoublements de passes. Et je me dis qu'une association Guessant-Mofi dans les caractéristiques physiques, et ça peut faire beaucoup de mal à une défense avec deux garçons qui pèsent énormément comme ça. Donc moi je dirais plutôt pas la place de Mofi, mais la place de Laborde. T'aurais dû refaire la question, quoi, en gros, quoi. On ne fait pas le débat, alors. Du coup, il y a le débat. Ben oui, la question c'est Guessant à la place de Mofi. Je dis non. Du coup, oui, moi je suis vraiment partisan de Guessant d'entrer en pointe, et je le pensais déjà après Lorient. Et surtout, en fait, ce qui m'anime, c'est quand un attaquant marque et qui marque des points et te fait gagner son équipe. Pour moi, la règle, c'est tu dois redémarrer le match d'après. Tu as fait tes preuves en entrant. Alors après, en plus, si tu me dis qu'un joueur préfère finir les matchs, c'est absolument pas vrai. Guessant mérite sa chance, mérite de démarrer ce match contre Clermont, parce que ça fait beaucoup de matchs où il est plus performant que Terran Mofi. Et au-delà de son but, et en plus, il marque pas un petit but contre une équipe en bois, il te permet de gagner contre l'OM à la 75e minute dans un stade qui prend un peu feu. Donc il a une confiance aujourd'hui, ce gamin, qui doit lui permettre de démarrer ce match à Clermont, qui sera, entre guillemets, je pense, moins compliqué sur le papier que contre l'OM. Donc pour moi, Guessant doit démarrer évidemment à Clermont, parce que, notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le jeu, il a plus d'aptitude en ce moment technique pour garder les ballons, ce que n'arrive pas du tout à faire Terran Mofi en ce moment. Avant de donner la parole sur ce sujet, Poussin, si je comprends bien, Vincent, Kylian Mbappé, il ne marque pas pendant 4 matchs, Gonzalo Ramos marque, ça doit être Gonzalo Ramos qui doit être le titulaire. Non, mais comme le dit Will, on met Kylian Mbappé sur un côté. Ouais. Non, mais surtout, après, on ne va pas comparer Kylian Mbappé et Terran Mofi. C'est l'attaquant de pointe du club aussi, ouais. Bon, le joueur phare. Poussin, oui, titulaire ou pas titulaire, Mofi? Après, on ne va pas comparer l'incomparable quand même. Si on va parler de Mbappé, c'est le haut niveau. À Clermont, là, quel message t'enverrais si tu étais le message, de toute façon, il est simple, c'est que Guessant, il fait que des bonnes rentrées, il fait des bonnes prestations à chaque fois qu'il rentre, donc au bout d'un moment, il prétend une place de titulaire. Alors que ce soit à la place de Mofi ou Laborde, ou peu importe en fait. Il mérite, je pense, sa place des titulaires, donc pour moi, il devrait commencer le match. Et surtout, tu peux pas sortir Boga, parce que comme il a été décisif, il va redémarrer. Et puis c'est le seul qui a des qualités de percussion balle au pied quand même. Non mais en fait, quand un joueur décisif, pour moi, je sais pas, c'est un peu la règle, non? Mais tu pourrais changer d'équipe à chaque match alors à ce moment-là. Ben non, mais comment tu donnes la confiance à ton attaquant si tu le sors au bout d'un match ou pas un match? Là, ça fait quand même plusieurs matchs. À Paris, il a été. Il y a combien de matchs? Après, il ne faut pas faire que la culture de l'instant, il faut regarder aussi les stats. Et Mofi, c'est ton meilleur buteur, meilleur passeur actuellement. 3 buts, Guessant 2 buts. Ah oui, mais... Si tu fais le ratio du temps de jeu. Ah, ratio de temps de jeu, il explose, Guessant, il n'y a pas de souci. Non, mais là, ça fait quand même plusieurs matchs. Mais on parle pas d'un attaquant qui a 0 but. Tout à fait, non, bien sûr. Non plus. Tu vois, c'est pas comme mais attention, si et puis surtout, on n'est pas du tout en train de condamner Mofi. Mais on parle juste d'une concurrence. Et au-delà des buts. Alors, je sais pas, peut-être que je me trompe. Et moi, je le trouve, Mofi, Terem, depuis plusieurs matchs, mais vraiment catastrophique. À Metz, il a fait un bon match. Après, il a fait de bons matchs à Paris. Nous, on a eu la réflexion après le match contre l'OM. On fait les notes. Alors oui, c'est vrai, les joueurs détestent ça. On lui a mis 4 parce qu'il y a Victor au bout.
Mais il y a eu quoi de ce match contre l'OM? Alors oui, on va dire il court beaucoup et en effet c'est précieux. Une occasion qui se crée là. Voilà. Comme un bison là. Mais après c'est vrai que physiquement quand même il a une qualité énorme dans la puissance. Et puis pour une défense, c'est peut-être pas la même de savoir que tu as Terem Moffi en face de toi que Evan Guessant, Leandra. Bien sûr, parce que du coup, tu dois avoir peur d'être pris dans le dos, dans la profondeur, donc tu vas jouer autrement, je pense, ça c'est sûr. Guessant, la synthèse, lent. Leandra, de tout ce que tu as entendu. La synthèse, je dirais que Will a été un peu filou sur le débat quand même, mais... Non, c'est pas ton genre. Mais non, disons le débat, Guessant à la place de Moffi. C'est pas Guessant doit démarrer, attendez. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Guessant, en tout cas, s'il est titulaire, là, il va être attendu au tournant, et pour le coup, il aura pas le droit de se manquer. Parce qu'il aura peu de chance par rapport à Moffi, je pense, donc c'est maintenant ou jamais. Bon, on verra tout à l'heure dans la compo probable de Will tu vois, s'il on peut est allé au parler bout de du sa cas pensée. de Monaco. Balogun, comme le dit si bien Leandra, il est rentré, je sais plus quel match, il a marqué. Hutter... Pas Pardon contre Nice. Non, pas contre Nice. Et Hutter, il a été obligé de mettre les deux ensemble. Ouais, En fait, l'exemple le plus frappant, et à l'inverse, c'est Akliouche, qui marque un doublé contre l'OM et qui est sorti le match d'après, il a pas joué. Mais Alors qu'il est exceptionnel en Alors équipe qu'il de est France Espoir. Ils l'ont payé combien Balogun? Oui, 40. 30, 30 plus 10 de bonus. Voilà, donc tu mets un mec à 40 millions sur le banc? Il devient l'a fait compliqué. à un moment donné. Bon, mais- allez, voilà pour le débat Beau débat, Guessant, Moffi. On regardera tout à l'heure la compo probable de Will pour voir s'il est allé au bout de son idée ou pas. Allez, on va ouvrir le dossier des statistiques parce que quand même, il y en a quelques-unes qui, en ce début de championnat, font plutôt rêver les Niçois. Et on va commencer par cette statistique d'invincibilité en Ligue 1. 9 matchs invincibles depuis le début de la saison pour l'OGC Nice. Et bien, à chaque fois que il s'est passé cela, regardez sur les dernières saisons, eh bien, Podium. quoi qu'il arrive, c'est podium. Donc, ça peut faire rêver aujourd'hui pour les Niçois. Les amateurs du catenaccio aussi. Hein. Oui, mais bon, quand même, regardez, troisième. Nice a été invaincu 13 matchs lors de la saison 2016-2017 et Défaite avait à Caen. fini troisième. Autre stat qu'on va vous montrer, comme ça on pourra tout parler, on pourra parler de tout, pardon, par rapport à ça, c'est aussi le nombre de matchs sans être mené au score. Voilà. Sans être mené au score. 9 matchs sans être mené au score depuis le début de la saison. Bordeaux, le record c'est Bordeaux 12, et on voit que ici à Clermont, les Niçois ne sont pas menés au score, ils prendront seuls la deuxième place de ce classement. Ce sont des stats Opta. Et la dernière stat qui fait rêver également, et pour en finir, eh bien, c'est la meilleure défense des 5 grands championnats européens pour l'OGC Nice, puisqu'on voit qu'au Real Madrid, il y a eu 7 buts encaissés, à Francfort en Allemagne 6 buts, l'Inter 5 buts, Manchester City 7 buts, et Nice donc 4 buts. Vincent, Will, Leandra, Poussin, est-ce que ces stats elles vous font rêver? Poussin. C'est sûr que c'est des stats qui font rêver. Quand on voit qu'on est devant les plus grandes équipes européennes, c'est sûr que ça fait rêver. Mais c'est vrai que je trouve que cette année, on sent vraiment un bloc équipe. Ils sont vraiment bien en place défensivement. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce sont des stats uniquement défensives, d'ailleurs, pour vous? Oui. Vincent, moi, ça me vas-y. fait pas rêver, vraiment. Ça te fait pas rêver? Non, mais ce qui me fait rêver, c'est le nombre de buts marqués. C'est que Monaco en mette plein depuis le début de saison, doublé de Golovin, des buts exceptionnels. Ça me fait 10 rêver. buts marqués pour Après, le j'ai Nice. énormément de respect pour la façon de défendre de cette équipe et de ce qu'elle dégage sur le plan de la force physique. Et ça, on le dit depuis le début de saison. Il se passe un truc au sein de cette équipe. Et autour de Martin Boulka, qui est certainement le meilleur gardien de Ligue 1 depuis le début de saison, Todibo, Dante et Youssouf, t'as un carré d'as là exceptionnel. Moi, par contre, ce qui me ferait rêver, c'est d'avoir 4 offensifs qui enchaînent les gestes techniques, qui marquent des buts. Là, j'ai beaucoup de respect pour la force de cette équipe, ce qu'elle dégage, mais ça me fait pas rêver. Alors, si ces chiffres-là ne vous font pas rêver, est-ce qu'ils peuvent faire rêver pour la fin de saison et une histoire de podium, des choses comme ça, de solidité, Landra? Bien sûr, je vais citer Michael Jordan qui disait l'attaque fait lever les foules et la défense fait gagner des titres. Ouais. T'as vu comme ça C'est le ça. niveau. Mais c'est pour ça qu'on l'a recruté. Hein. Exceptionnel. Moment, Ah ouais, c'est notre Balogun à nous, quoi. ça va coûter même plus cher. Non, mais t'as raison, Leandra, vas-y, continue. Non, mais voilà, on sait qu'il faut une défense solide pour gagner un championnat, ça c'est sûr. Alors Monaco, par exemple, marque beaucoup de buts, mais je pense que ce qui peut faire la différence, ça va être leur capacité à mieux défendre aussi, par rapport à Nice. Après, il va falloir que Nice aussi soit plus efficace contre les petites équipes du championnat, entre guillemets, et une marge un peu plus importante. Non, mais Oui. faire rêver, ouais. Ça te fait rêver, tout ça? Ça me fait rêver dans le sens que quand il y a choc,
je me dis maintenant aujourd'hui, l'OGC Nice a une chance contre n'importe qui, que ce soit le PSG, l'AS Monaco, Marseille, on le voit les résultats. Donc ça, oui, ça joué Lille aussi, hein, qui est Lille, ouais. Donc ça oui, ça me fait rêver parce que je me dis quand je regarde un choc, maintenant l'OGC Nice a une carte à jouer. Ce qui me fait moins rêver, et là où je rejoins Vincent, c'est que Clermont, Brest, Strasbourg, tu rencontres plus souvent des équipes comme ça dans une saison de Ligue 1. Lyon. Et c'est ces équipes-là qu'il faut battre. Si tu veux vraiment à la fin voir les équipes qui sont sur le podium, c'est pas celles forcément qui gagnent les confrontations directes. Ce sont celles qui prennent le plus de points sur toute la saison. Et aujourd'hui, on voit que là, le bilan, il est un peu moins flatteur face aux équipes du milieu ou du bas de tableau. Donc, moi, je pense que ça peut aller dans le sens de la progression. D'avoir une bonne solidité défensive te permettra d'avoir une bonne assise et de pouvoir plus facilement travailler les projections et le travail offensif plutôt que l'inverse. C'est le Farioli, parallèle. en tout cas, il s'est acheté du temps un petit peu. Parce qu'il est arrivé, il était inconnu. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et Invaincu après puis c'est nos assez intelligent, comme avait profité Lucien Favre du travail de Claude Puel avant lui. Je trouve qu'il profite aussi d'un travail qu'avait fait Didier Digard en amont. C'est cette solidité défensive, elle n'est pas sortie de nulle part non plus. Avec Digard, elle fonctionnait aussi déjà. L'OGC Nice gagnait déjà les gros et avec matchs. Christophe Galtier aussi, fonctionnait déjà cette solidité défensive. C'est plusieurs saisons que t'es hyper C'est 3 solide. saisons que t'es solide défensivement. C'est vrai. Ouais. Et l'an dernier avec Amraoui, Schmeichel. Oui, donc c'est une intelligence aussi de Farioli de ne pas vouloir tout chambouler et de s'appuyer sur ce qui marchait avant de pouvoir perfectionner ce qui ne marche moins. Mais il aime être solide. C'est surtout les forces actuelles de l'OGC Nice, quoi. On va pas s'inventer à se dire on va jouer tout offensivement et tout, alors que défensivement on est très solide, on joue avec nos qualités aussi. On le voit à l'extérieur. Alors que pourtant le coach aimerait bien peut-être offensivement que ça fonctionne mieux. Bien sûr. Parce qu'on nous a parlé d'un football offensif avec Francesco Farioli. Oui, aussi. non, c'est clair, mais après il faut jouer avec les qualités de l'équipe aussi, quoi. On n'a pas des joueurs offensifs qui peuvent marquer 4-5 buts. Non, je pense que nous on est bien en place. Et offensivement, justement, quand il y a des espaces, on a des joueurs qui peuvent faire la différence offensivement. Et puis on voit que ça rebute pas les supporters parce que les abonnements battent des records. Donc ça prouve aussi que l'équipe, en tout cas les supporters sont derrière cette équipe qui a la hargne, qui a une bonne grinta et qui, en fait, je pense qu'ils se reconnaissent un petit peu dans cette équipe. Et ça c'est très Nice, en fait, parce qu'il y a 2 ans, en fait, c'était un peu tout l'inverse. Les gens voulaient plus de panache avec l'équipe de Christophe Galtier, qui en avait mis 4 à Lille face aux champions de France en titre. Il y avait une dynamique des joueurs quand même qui apportaient techniquement Gouiri, Dolberg, même Delors. On voyait des beaux buts aussi. Même si ça c'est un petit peu... On avait des beaux buts cette année aussi. Le but de Boga, c'est un superbe but. Ouais. Rappelle-moi la phrase de Jordan, Leandra. L'attaque fait lever les foules, la défense fait gagner des titres. Ah, c'est beau, je vais me la mettre dans ma chambre. Ça. Ouais. On voit bien que Francesco Farioli, quand tu fais rentrer Pablo Rosario arrière droit... Ça veut blinder. On a un débat d'ailleurs sur le poste d'arrière droit tout à l'heure. On passe à l'indiscret. Et l'indiscret, mon Will, il concerne Grégory Thiel, qui avait failli venir à l'OGC Nice dans les valises de Florent Ghisolfi à l'époque, qui est en train de se faire virer par Lens, disons-le clairement. Alors, est-ce qu'il va atterrir à Nice ? Mais déjà, il n'était finalement pas venu parce qu'il avait profité du départ de Florent Ghisolfi pour récupérer son poste. Donc il avait eu une promotion en sorte à Lens. Alors tout était calé avec Nice. Ouais. Et il avait fait un peu faux bond à Florent Ghisolfi au dernier moment. Mais aujourd'hui, oui, il va peut-être se faire licencier à Lens, mais c'est pas du tout dans l'intention de l'OGC Nice de le récupérer. Donc non. Grégory Thiel ne viendra pas à l'OGC Nice selon les informations récoltées. Voilà, c'est l'indiscret de cette semaine. On en a parlé un petit peu depuis le début de cette émission, le mano à mano qui est en train de se jouer entre les 2 frères de la côte, je ne vais pas dire ennemis, parce que non, c'est les 2 frères de la côte, évidemment, entre Monaco et Nice. On va regarder le classement de la Ligue 1, justement, pour s'en inspirer, parce que c'est vrai que c'est assez rare. Ça s'est passé lors de la saison 2016-2017, avec Monaco, évidemment, champion, qui fait une saison exceptionnelle, et Nice qui termine au final 3e, et on voit qu'ils sont coude à coude. 1 point sépare seulement les 2 équipes, malgré le fait que l'OGC Nice soit allé gagner à Monaco. Est-ce qu'on prend du côté de Monaco ce rival niçois au sérieux, ma chère Leandra ? Je pense que oui, pour le moment. Après, on pense pas forcément au podium, c'est encore loin. On y va petit à petit. Mais c'est sûr que Nice déjà a battu Monaco, et quand on voit sa solidité, ça fait un petit peu rêver d'un côté. Même si, en fait, il faudrait les qualités offensives de Monaco et la solidité de Nice, et ça serait l'équipe parfaite. Ouais, ça serait la Dream Team, c'est comme ça. on dit. Ouais.
Mais il leur faut un gardien déjà à Monaco. Ah, c'est mieux là. Ouais. Non, Philippe Keun, c'est Il a mieux, pris non un, ouais, là c'est mieux. Hein. J'ai vu le but Il qu'il a a pris pris. un goal de 58 mètres et tout va bien. C'est bien, Il arrive il pas à regardait faire. de loin. Il alors. joue très haut. Il peut rien faire. Il peut rien faire C'est sur le compliqué, but. ouais, et- le- Ah, on but, peut il est rien faire. magnifique. Bah, il peut rien faire dans le Ah, sens d'accord, où d'accord. Azi Hutter lui demande de jouer quasiment libéraux Ok, en ok. phase offensive. Non, jamais, il Donc peut rien là, faire. l'autre- Il prend un but de 60 mètres. Eh il oui, peut- mais moi j'ai plus envie d'incriminer Minamino qui perd le ballon dans le rond central que Ça Philippe passe, Keun. elle est terrible. Parce Voilà. qu'il est pas près de l'avoir. Hein. Après, il fait un bon match. Franchement, il fait J'ai pas vu, des ouais. bons arrêts. Bref. Non, mais tout ça pour dire, oui, le Vincent se fait les affaires de Nice matin, ça. Monaco et Nice, leader de Ligue 1. Est-ce qu'on vend plus de canards, du coup? Est-ce que J'ai pas les chiffres. les supporters sont plus derrière leur équipe Monaco et Nice? Non, mais c'est vrai que pour vous tous, c'est plus agréable de parler de Monaco et Nice, leader de Ligue 1, que dans les bas-fonds du classement. Nice, oui. Monaco, ça m'intéresse pas du tout. Non, mais là, je parle à Léandra, pour le coup, peut-être Je suis aussi. désolé, mais Il y ça a une petite m'intéresse pas compète du là tout. dans le bureau d'ailleurs, entre vous, là, ceux qui suivent l'AS Monaco. On passe à notre Il y a crew beaucoup de aussi. télétravail. À Christopher. Ça chambre un peu. Bon, pas tellement. Ouais, Après, non. Ouais. bon, on sait que le GC Nice, quoi qu'il arrive, a une longueur d'avance dans le cœur de beaucoup de journalistes de cette rédaction. Mais Mais ouais, faudrait voir en fait quand est-ce qu'est le retour. Personne ne faudrait. Ah oui, là, on va regarder. Ouais. Ouais. Si Non, on a c'est le vrai temps que- de- Non, je l'ai pas Ah, en tête là. ok. Le match retour. Pas très bien préparé ton émission. Non, effectivement, ouais, c'est vrai. Merci pour ce tacle. mon cher. non, mais ce qui est sûr, c'est que Vincent. Monaco a envie d'aller gagner à Paris comme Nice l'a fait. Là, et Pas puis c'est- facile. Ça va, Ouais, non, pas c'est facile. pas Et puis ça facile. va se jouer un petit peu là-dessus aussi. À la Ça sera capacité quand de ça, la Monaco. 13e journée 26 novembre. 26. Mais tu vois, Le genre- 11 février, Monaco, Ah. Nice. Et là, Oui, Mais bon, c'est trop tôt. Franchement, On me le vise dans la quand je oreillette. regarde encore Monaco contre Metz, je ne vois pas comment ils peuvent aller gagner à Paris. Mais défensivement, c'est une catastrophe. Ouais, mais après, il y avait beaucoup d'absents aussi. 2 jours pour préparer le match avec 25 internationaux toute la semaine. Quand j'ai vu Metz-Nice, où on s'est ennuyé ferme aussi, mais Nice a gagné et d'une solidité infernale. Metz, je sais même pas s'ils ont eu une occasion. À la fin, ils faisaient même n'importe quoi dans le jeu. C'était catastrophique. Et je les ai vus à Monaco. Ils en ont 4 ou 5 de situations Ouais, au c'est moins. pas le même jeu. Oui. Oui, mais donc Il y a une prise de risque plus importante dans le jeu comment monégasque. Monaco ira gagner à Il y a un Paris. déséquilibre qui est moins flagrant du côté de. Mais attention, parce que Monaco peut gagner à Paris, ils l'ont déjà montré à plusieurs T'avais reprises. des stades de possession, donc au bout d'un quart d'heure, ils avaient 96%, non, je crois. Ces C'est dernières ça, saisons. 94. Mais en fait, ce qui est intéressant avec Monaco et ce qui fait plaisir aux gens aussi, et peut-être que ça les amènera pas jusqu'au bout, mais en tout cas, ils se sont réconciliés avec leur public. On s'ennuie Attends, pas. juste on va Il y a changer un derrière, on va public être Monaco tonique. Non, voilà. Il y a du public à Monaco. Ah, D'ailleurs, mais c'était pour le thème. Je viens de poser la même question. Ah. J'étais pas au courant. J'étais pas au Quoi courant non Il y a un plus. public. Il y a un Oh là public. là, En vous tout cas, êtes lourd avec ça, mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes lourd. Mon Dieu. En tout cas, ils remplissent les parcages à l'extérieur, les monégasques. Mais oui, parce qu'ils ont des supporters Voilà, partout en voilà. France. On verra si le C'est parcage une réalité. niçois sera rempli à Clermont. C'est pour ça que, franchement, on va être sérieux 2 minutes. Nice et Monaco ne jouent pas encore dans la même cour. Monaco est plus un club qui vise, qui est plus ambitieux, Bien sûr. qui a plus de moyens. On le voit encore sur le dernier mercato. Balogun a 40 millions. Voilà, Nice n'est pas encore dans cette catégorie-là. Ah, mais au Mais fil 30, hein. sportivement, aujourd'hui, ça rivalise. Mais il n'y a plus ce parallèle entre le riche et le pauvre. Ça, Non. c'est terminé. Ça, Non. on en parle Mais pas ce qui est du tout, intéressant, c'est évidemment. aussi vraiment 2 équipes là, qui se battent en haut de la Ligue 1 avec des styles totalement différents. Et c'est hyper intéressant, je trouve, à suivre. Et ben on va suivre ça tout au long de cette saison. Évidemment, on fera un petit point comme ça régulièrement. C'est l'heure du Zabjim, le meilleur des coulisses de l'OGC Nice, préparé par les caméras d'OGC Nice TV. Guessant, on t'aime. Un grand plaisir d'avoir eu cette surprise de la part du club, de la part des joueurs, de tout le staff, des gens qui sont là avec moi au quotidien. Et si je suis là encore aujourd'hui, c'est grâce à eux. On est très heureux de vous accueillir ici dans un cadre magnifique. Je vous souhaite la bienvenue dans ce bel endroit. Vous dire combien je suis heureux de tous vous voir auprès de la section féminine et de l'équipe de D2. L'OGC Nice est un club. Mon Gilles, ma famille, ce ne sont pas que des mots. Si j'ai un souhait, déjà c'est le maintien, qui est beaucoup de spectateurs et de fans qui viennent nous voir. Chers supporters, c'est une pure niçoise que nous accueillons ce soir à l'Alliance Riviera. Magnon Fioro,
notre explosive niçoise vise désormais le titre chez les moins de 57 kilos. J'ai vu tout ce soutien, ça m'a fait vraiment plaisir. Et pour les Niçois, j'espère vraiment ramener la ceinture de l'UFC chez nous à Nice. Merci à vous. Dans le cadre de l'opération Octobre Rose, l'OGC Nice a mobilisé pour la 2e année consécutive toutes les composantes du club sur les terrains et en dehors, aux côtés du centre Antoine Lacassagne. Aujourd'hui, il y a uniquement 50% des femmes qui se font dépister du cancer du sein, tout simplement parce qu'il y a une méconnaissance de la maladie, parce qu'il y a un défaut de connaissance des moyens de dépistage qui existent aujourd'hui. Donc on est là aujourd'hui justement pour rappeler à tout le monde que le dépistage contre le cancer du sein existe et qu'on a les moyens de lutter contre cette maladie efficacement. Mesdames, Messieurs, une ovation ici pour Vincent Cosiello. Vous m'avez manqué. Merci pour cet accueil. J'espère qu'on aura un grand match et Issa Nissa, hein, comme toujours. Issa Nissa, c'est les meilleurs. Voilà, quel plaisir d'avoir revu Vincent Cosiello mis à l'honneur pour cette rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Un Zap Gym que vous pouvez retrouver en intégralité sur les médias de l'OGC Nice. On passe à l'avant-match de Clermont-Nice. C'est vendredi soir à 20h45. Une affiche qui paraît sur le papier, en tous les cas, assez déséquilibrée entre le 2e et le 17e de cette Ligue 1. Mais il va falloir faire attention une nouvelle fois, Vincent, parce que, alors, pour le coup, Clermont, c'est pas une équipe qui joue bloc bas, c'est plutôt une équipe qui ouvre le jeu. Hein. Ouais, en 5-4-1. Ouais, avec 5 défenseurs. Donc ça ouvre vite fait, quoi. Ouais. Après, oui, ils ont la volonté. Tout le monde qui sait les tirs aujourd'hui. Oui, non, mais après, ils ont la volonté, certes, de jouer au ballon. Ce qu'a dit le coach. Hein. Avec Gonalon, Gastien, c'est vrai qu'ils ont une belle maîtrise technique, mais à la perte de balles, 5, 4, 1. Donc il va falloir trouver des espaces, et je pense que Gastien, il n'est pas né de la dernière pluie, il va mettre un bloc cette fois-ci un peu plus bas qu'à l'accoutumée pour éviter que Mofi, parce qu'on se connaît sa qualité, dans le dos, ça va aller très vite. Poussin, comment t'expliques cette incapacité niçoise pour le moment à être très dangereux face au bloc bas? Clairement, on se rend compte aussi à domicile, on a du mal à faire le jeu, à produire beaucoup de jeux. C'est vrai qu'on est plus à l'aise à l'extérieur contre des équipes qui ouvrent un peu plus le jeu, que nous, on soit bien en place et offensivement, on arrive à faire des trucs. Mais c'est vrai que produire du jeu pour le GC Nice cette année, c'est un peu difficile. C'est frustrant de jouer contre ces équipes-là. Ça t'est arrivé dans ta vie de footballeur, de jouer contre des équipes qui mettaient le bus? Ouais, mais bon, après, ça fait partie du jeu. Hein. Il y en a qui jouent avec leur qualité. C'est vrai que c'est toujours embêtant, hein, surtout quand on est attaquant et qu'on joue des équipes comme ça, c'est toujours compliqué. Mais après, voilà, il y en a qui jouent avec leur qualité, donc il faut s'adapter. On l'a vu contre Lille et contre Brest cette saison, effectivement. Contre Lyon et contre Brest, pardon. Cette saison que l'OGC Nice avait du mal parfois quand ils étaient comme ça face à un bloc très bas, là, parce que pour le coup, contre Lyon et Brest, c'était assez bas. On disait quand même, Vincent se moquait un petit peu, mais elle aime avoir la possession aussi, cette équipe de Clermont-Will. Cette équipe de Clermont, oui, ouais, le coach l'a dit, ils sont dans les 4 premiers, je crois, en termes de possession. Ah oui, ça veut dire quelque chose. Ce qui est assez surprenant, même pour l'avant-dernier de Ligue 1. Non, c'est une équipe joueuse, ça, on l'avait repéré depuis qu'ils sont remontés, avec Gastien, qui est un coach qui prône le football, qui n'est pas un homme qui barricade en défense. Après, c'était une équipe qui était en manque de confiance depuis le début de saison. Malheureusement, le week-end dernier, ils se sont relancés en allant gagner à Lyon. C'est peut-être mieux comme ça, non? Ça nous évite, nous, de les relancer, peut-être. Je sais pas, parce que des fois, vaut mieux affronter une équipe qui est en plein doute et qui n'a pas encore gagné un seul match. Et voilà, je sais pas trop. Je sais pas. Mais bref. Je sais pas. Non, mais il faut le dire. Quand on sait pas, il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte. Je sais pas. Mais en tout cas, Nice est prévenu. C'est que c'est dans ce genre de match qu'ils sont le plus attendus, comme il était à Metz. Et je trouve qu'ils arrivent encore à garder ce côté très solide qui leur permet de, au minimum, repartir avec le 0-0 et donc pas perdre. Surtout que tu manques malheureusement un petit peu de créativité au milieu aussi. Parce qu'on parle beaucoup des attaquants.
Mais Morgan Sanson, même Boudaoui contre Marseille, là, c'est pas exceptionnel. Kefren Thuram. Qui est incertain, mes amis. Voilà. Kefren Thuram, on en pas reparlera un début tout à l'heure. de saison non plus. Waouh. Tu as l'impression que l'étincelle, elle peut venir que de Boga par moment. Et Buonanni, malheureusement, on le voit pas assez. C'est pour ça que c'est plus ça la critique que seul Terem Moffi. Voilà. Toussaint, un milieu pas assez technique à l'OGC Nice, tu trouves? Alors que quand même Morgan Sanson, ça joue au ballon. Ouais, ça joue au ballon, mais après, c'est vrai qu'offensivement, c'est vrai que pour les attaquants, il faudrait un peu plus de joueurs créateurs en milieu de terrain. Je pense pas qu'on ait trop ces profils-là. Un Jean-Michel Seri de 2016, par exemple. Et même, on me parlait hier sur notre groupe Gym Tonic, en 2002, un garçon comme Romain Pitot. Oula, là tu remontes là. Ah, mais c'était un joueur techniquement qui savait faire quand même énormément de choses. Ouais, c'est clair. Là aujourd'hui, par moment. Mais c'est pas le problème technique, que ce soit Kefren Thuram, on va pas lui dire qu'il a des problèmes techniques. Morgan Sanson n'a pas des problèmes techniques. C'est juste qu'il leur manque de la créativité. C'est pas de la qualité technique, scolaire, quoi. C'est dans la vision, c'est même dans la première intention que je les Léandra, ce jeu niçois, est-ce qu'il est scolaire pour toi? Je pense que pour le moment, il est scolaire. Alors le but, je pense, c'est de poser les bases un peu de son jeu. Enfin, c'est ce que demande Farioli. Et après, je pense que quand tout sera bien posé, que tous les automatismes seront là, je pense qu'il y a des joueurs qui pourront aussi plus s'affirmer dans ce schéma et dans cette façon de jouer. Mais pour le moment, je pense que Farioli n'est pas encore allé au bout de ce qu'il veut montrer, ça c'est sûr. Mais quand on parle de relation, il a raison, oui. Mais voilà, à un moment, est-ce que les milieux, quand tu vas chercher un 1-2 avec ce Gaëtan Laborde là, actuellement, et même Terem Moffi, moi, depuis 4 matchs, là, à chaque fois qu'il y a un bon ballon pour Moffi, c'est rare que le milieu de terrain le récupère dans de belles conditions. T'es en train de nous faire une petite fixette, non, sur Terem? Non, mais même je parlais de Laborde avant. Même Gaëtan. Quand même. On sent pas avec l'arrière droit une complicité ou il se la régale pas vraiment. Et est-ce que vraiment aujourd'hui d'être attaquant à Nice, c'est un pur moment de plaisir? T'as une cible sur Moffi chez toi? Tu envoies des Non, je parle de Laborde aussi. Bon, l'autre question sur cette... Ah non, on va écouter d'abord, Jérémy Boga sur ce match face à Clermont. On lui a demandé si c'était un peu un match piège après la victoire face à l'Olympique de Marseille. Mais je pense à tout, ça peut être un match piège parce que tout le monde parle de nous en ayant battu les grandes équipes. Donc voilà, je pense que contre Clermont, il va falloir être attentif, il va falloir être déterminé et aller là-bas avec l'envie de ramener les 3 points à la maison. Et je pense que c'est ça le plus important. Pour faire une grande saison, il va falloir aller gagner ce genre de match à l'extérieur. Là, ça va être un match où on va avoir la possession du ballon. Donc voilà, il va falloir être créatif, nous les joueurs offensifs, essayer de trouver des failles dans la défense. Et voilà, je vais essayer d'être au meilleur de moi-même pour pouvoir aider l'équipe à gagner. Jérémy Boga, donc, le nouveau meilleur ami de Jonathan Klaus. Jérémy Boga, Klaus, il lui a laissé une hanche. T'as essayé de le brancher ouais, j'ai essayé de le brancher un peu pour essayer de titiller un peu la chose. C'est vrai que c'était rigolo, parce que du côté des CM, là, des community managers de l'OGC, on s'en est quand même bien servi. Attention, ça. Cette petite... Attention. Le retour de bâton va être terrible. On sait très bien, il y aura 3-0 match retour pour l'OM, avec un doublé de Jonathan Klaus. Mais au-delà de ça, moi je disais, j'y crois beaucoup en Jérémy Boga, parce que je trouve qu'il a vraiment la qualité de percussion que les autres n'ont pas. Et c'est peut-être un joueur qui va de plus en plus concentrer l'attention des défenseurs, des défenses adverses, et ouvrir des espaces pour d'autres, et notamment au côté opposé. Je pense à Gaëtan Laborde, qui là-dedans est très bon, parce qu'il sait se faire oublier Laborde, et puis au bout d'un moment il est là et il marque ses buts. Et il lui faut quelqu'un à côté qui concentre toute l'attention, et je pense que Jérémy Boga peut être ce joueur-là, qui dès qu'il touche le ballon, les défenseurs adverses savent qu'il peut vite prendre de la vitesse. Et donc, attention, je pense que ça peut être le facteur X de sa deuxième partie de saison. Tu l'as pris pour ça. Oui, complètement. 18-19 millions. C'est un joueur qui te plaît, Jérémy Boga? Déjà, on parlait tout à l'heure du fameux coup franc. Ouais. On pense que c'est simple de mettre un bon ballon dans la surface, mais c'est clair que c'est super important. Parce que toi, tu étais plus à la réception. Plus à la réception, quand j'arrivais à toucher la balle de la tête. C'était pas tout le temps, mais on essayait. Voilà. C'est à traîner, j'arrivais à la mettre au fond. Mais c'est vrai que c'est super important d'avoir un joueur de qualité comme ça. Et le montrer déjà sur corner. Oui, mais tu marquais pas sur corner. Louis II, tête de Ndiaye Chimié sur la barre, corner de Boga. Mais il est décisif dans le match important, Monaco, Marseille, voilà, on l'attend sur ça aussi. Alors qu'il n'est pas encore à 100%. Donc
Pour moi, ça promettait. En plus, avec un coach qu'il connaît bien, il en a encore parlé en bien tout à l'heure, Jérémy Boga. Moi, je la sens, la connexion. On parlait de jeux scolaires, mais je pense que des garçons comme Sofiane Diop, s'il arrive à enchaîner, aussi. Et de voir un peu plus Buonanni aussi, ça ferait du bien, je pense, pour remettre un petit peu de créativité dans ce jeu-là, quoi. Le problème avec Buonanni, c'est qu'il joue pas beaucoup en ce moment. Non. Et Diop, il revient? Non, pas encore. Réathlétisation. Ouais, donc lui, franchement, il faudra aussi en parler un moment parce que sa première séquence niçoise, elle est pas loin d'être catastrophique. Hein. Beaucoup de blessures. Oui, mais donc après, 20 millions d'euros. Il n'est pas responsable de ses blessures. Je suis d'accord, j'ai pas beaucoup aimé ses prestations avec le ballon. Par contre, là où il m'a surpris cette année, c'est dans l'investissement défensif. Je trouvais qu'il faisait beaucoup d'efforts. Bon. Mais on attend plus. Autre poste qui sera scruté ce vendredi soir du côté de Clermont, ça sera le poste de latéral droit, puisque vous le savez, Youssef Attal est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Ce soir, il y aura la commission de discipline qui statuera sur son cas. On en parlera certainement la semaine prochaine. Jordan Lotomba, out. Il s'est blessé face à l'Olympique de Marseille, absent 2-3 semaines, hein, c'est ça? Ouais, c'est ce que disait le coach. C'est ce qu'a dit le coach. Mais je pense qu'il était blessé au coup d'envoi, c'est pas possible. Déjà, il a été mauvais. Ses premières minutes peut-être assez tendu, peut-être par ce match-là, par la responsabilité sur ses épaules du fait que Attal pouvait pas jouer. Je pense pas, parce qu'il a quand même beaucoup joué l'an dernier avec Didier Digard. Donc non, je pense pas que ce soit ça, mais en tout cas... il revenait de sélection. Il avait été rappelé? Je n'avais même pas fait gaffe. Normalement, avec la Suisse, il avait été rappelé. Je n'ai pas fait gaffe, mais j'avais déjà trouvé très moyen au Louis II, si ce n'est fautif sur les 2 buts. Et là, il confirmait qu'il perdait encore 3 ballons d'affilée avant sa blessure. Je n'ai pas aimé, Jordan Lotomba. En tous les cas, qui va jouer donc à ce poste d'arrière droit face à Clermont? C'est Rosario qui est entré en jeu, qui obtient le coup franc décisif pour l'OGC Nice, alors que sur le banc de touche, il y avait le petit Antoine Mendy et le petit Tom Louchet, qui sont 2 spécialistes du poste. Choix surprenant ou pas d'ailleurs de la part de Francesco Farioli de faire rentrer un joueur qui n'est pas spécialiste du poste, justement, à arrière droit, alors que tu en as 2 sur le banc? Non. Non. Parce que c'est la philosophie de jeu de Francesco Farioli. On ne voit jamais les latéraux très hauts. On voit souvent Melvin Barr venir à l'intérieur. Mais à droite, Lotomba, même quand c'était Youssef Attal, on l'a pas vu beaucoup prendre ce couloir, prendre des risques. Ouais, ça dédouble. Donc en gros, beaucoup. tu joues souvent avec 3 centraux. Avec Barr qui vient à l'intérieur et qui lui le fait très bien. Mais non, donc absolument pas surpris. C'est pas... alors peut-être personnellement, j'aime bien voir les latéraux s'éclater, aller jouer très haut. Mais en tout cas, Francesco Farioli a raison parce qu'au final, c'est réussite maximale. Il fait rentrer un milieu arrière droit, il va obtenir le coup franc. On a souvent été sévère sur Pablo Rosario, sur ses apports dans le jeu, en tous les cas dans ses entrées, mais... C'est plutôt un garçon solide, Poussin, Pablo Rosario. Alors, c'est pas techniquement, c'est pas Lionel Messi, mais il apporte de la solidité. Non, clairement, après, à chaque fois, il essaye de répondre présent par ses qualités. Quand même. Je pense qu'il a privilégié un peu plus l'expérience de Rosario que plutôt les vrais latéraux, entre guillemets, qui ont peut-être un peu moins de vécu que lui, entre guillemets. Et pourtant, Antoine Mendy, c'est aussi un bon latéral, un bon jeune. C'est un bon jeune, mais il revient de blessure et avec des qualités plus de projection que les qualités défensives. Donc, comme le dit Vincent, la cohérence des choix de Francesco Farioli, c'est d'être solide avant tout. C'est sa base. Et peut-être que l'autre choix qu'il aurait entre Rosario serait pour être Youssouf même, arrière droit. Mais seulement, il va se l'enlever du milieu pour faire le troisième central. Il a déjà joué arrière droit, Youssouf. Hein. Oui, mais il pourrait jouer. Et là où je vais finir sur Rosario, c'est quand même... c'est vrai que techniquement, c'est pas la folie. Par contre, moi, je dis chapeau à un garçon qui peut jouer 6, peut jouer défenseur central, peut jouer arrière droit, et le fait toujours avec les mêmes convictions, la même détermination. Et ça, là-dessus, franchement, chapeau. Ça ressemble au Nice. Vincent va le vouloir à la place de Mofi bientôt. Non, il peut pas. Je pense que là, dans les remises, ça sera encore pire. Non, mais c'est vrai que ça ressemble à ce Nice-là. On voit qu'en ce moment, le meilleur joueur, c'est le Melvin Barr. Nice, c'est aussi beaucoup de valeur, d'énergie, et Pablo Rosario, c'est un bel exemple aussi. Ouais, il est toujours là, à l'entraînement, il a jamais rien, hiver, débardeur, c'est un exemple. Voilà, au quotidien, et c'est vrai que bon, il a un très gros salaire, mais bon, ça, il a volé à personne, mais il est exemplaire depuis qu'il est là, malgré le fait qu'il de temps en temps, il joue plus. Joueur de Nino Raiola à l'époque. Exactement. Pablo Rosario. Mais en fait, dans cette équipe, t'as vachement je trouve, de leader, quoi.
Et c'est Dante qui amène tout le monde, Youssouf, Rosario, ça fait vraiment... même Laborde, je trouve qu'il apporte aussi l'énergie, toujours défendre. C'est le gym 2002. Avançant, ouais. C'est des guerriers. On va en C'est reparler. sympa, Tu marques jamais, Oui. mais tu prends très peu de buts. On va en parler en fin d'émission. Ballon en profondeur, Cabadeora, et là c'est bon. Dans le Souviens-toi, on va écouter Francesco Farioli justement sur ce poste de latéral droit qui pourrait jouer face à Clermont. Écoutez l'entraîneur niçois. E abbiamo anche Tom Luchet che sta lavorando con noi ed è un ragazzo di una grande applicazione. Alors oui, on a également Tom Louchet qui s'entraîne avec nous et qui est un très bon garçon. Mon choix, je le fais selon les deux en fait. D'abord oui, les caractéristiques du joueur, mais aussi les caractéristiques de l'adversaire direct. On essaie toujours d'évaluer à 360 degrés, de prendre en compte tous les éléments pour décider au mieux. Mais ce sont 3 joueurs très différents. Et chacun peut apporter quelque chose de très particulier, donc on verra demain. Molto particolare e ripeto, da qui a domani vediamo quella che sarà la scelta. Évidemment, Francesco Farioli fera son choix, mais on a déjà une petite idée. Et d'ailleurs, Will va nous en parler tout de suite dans la compo probable. Ah, t'es parti avant la fin du jingle, je t'ai vu. Refais. Voilà, hop, parce qu'il faut qu'on te voit venir vers nous. Allez, vas-y, viens, Will, on va détailler. Hop là. Ça s'est travaillé. C'est notre Philippe Risolette. Allez, la compo probable de Clermont Foot Auvergne au GC Nice. Alors, dans les buts, Schmeichel, non, je rigole. Donc, Marcin Bulka, qui est bien sûr le gardien formidable de ce début de saison. Donc, on va... Le micro, oui, le micro. Je pense que Francesco Farioli va conforter Pablo Rosario à droite, parce que pour toutes les raisons que l'on a expliquées tout à l'heure. Todibo, Dante Bar, bien sûr, aucun souci, ça ne bougera pas. Au milieu de terrain, c'est là qu'on en a parlé tout à l'heure, Kefren Turam qui a une incertitude puisqu'il a une gêne aux adducteurs. Et encore une fois, connaissant un peu le coaching du coach, il va pas prendre de risques et il devrait de nouveau associer donc Youssouf, Sanson et Hicham Boudaoui dans l'entrejeu. Guessant à droite. Et non. Devant, connaissant encore un peu le coach. Tu pas allé jusqu'au bout de son raisonnement. Non, parce que voilà, c'est il nous a eu. le coach. Je le vois pas se lancer dans un changement comme ça, surtout à l'extérieur. Et puis c'est difficile aussi de sortir Gaëtan Laborde dans la gestion du vestiaire. Mais bon. Donc on confortait une petite pièce quand même sur Guessin à droite. Mofi, Boga, toi une petite pièce sur Guessin à droite. Une petite pièce sur Guessin à droite. Écoute, pour le coup, faire souffler un peu la Borde. Fais-toi un pari là, fais bonhomme. On peut faire un petit pari là. Allez, le perdant éteint les cheveux en blond. Non, l'apéro après l'émission. Si c'est Guessin qui est titulaire ou la Borde. Banco. Et donc Mofi, Boga, ça bouge pas. Non, Boga, ça bouge pas. Mofi, ça bouge pas. Mofi, ça bouge pas. Non, mais je sais pas pourquoi je sens la ligne à droite. Et laisser un peu la Borde et le faire rentrer en cours de match, la Borde, une fois que Mofi pourtant un bon aura été moins bon. Clermont-Nice, ça sent c'est match pour Gaëtan. Ah ouais. Ah ouais. Non? Fais un pari toi aussi, tiens. Bah ouais, but de la Borde. Bon, tiens, ça tombe bien, parce qu'on va jouer. On va jouer au cadeau de la semaine. À gagner. Alors, c'est pas un apéro à gagner, mais il y a une remise en jeu d'un maillot, celui de Dante de la semaine dernière. Il n'a pas été gagné. Alors, il y a eu, évidemment, des 1-0 qui ont été pronostiqués, effectivement, mais il n'y a pas eu de nom de buteur. Et pour le coup, pour une fois, on va changer. On a décidé de changer un petit peu cette règle. Comme le cadeau est tellement exceptionnel, il nous faut vraiment le score, le nom du buteur, avec ce maillot, donc Dante 40 qui sera gagné jusqu'à la fin de saison. Signé, voilà. Et là... Et compte mon pari, 1-0 la Borde. Joue sur le... Alors, c'est bon, c'est parti. Avec le hashtag Gin Tonic, le nom des buteurs, le score sous la petite vidéo qui va bien sur nos réseaux sociaux, et pour gagner, effectivement, encore une fois, ce maillot de Dante. Et les supporters sont moins durs que Vincent, parce que les 3 qui avaient mis 1-0, les 3 avaient mis buteur Mofi. Voilà. Eh ben non, ils n'avaient pas vu venir Evan Guessant, et c'est lui qui est sorti du chapeau. Donc voilà pour ce cadeau de la semaine. C'est l'heure du Souviens-toi. Souviens-toi quand Poussin marquait des buts du côté de l'OGC Nice dans cette fameuse année. Alors, 2002-2003, c'est un peu vite compliqué pour toi, Poussin, dans cette saison-là. Ça c'est vite compliqué. En plus, après, je me suis blessé, donc
ça a été compliqué. Mais est-ce que tu ressens un peu cet engouement autour du club comme il y avait dans ces années 2002 avec un Stade du Rail à l'époque plein, c'était l'année de la remontée évidemment, comme là cette année l'Alliance Riviera plein. Après je te donnerai la parole, Louis. Non, après voilà, cette image du match, par exemple Barre qui perd le ballon au milieu de terrain et qui revient à se battre, récupérer le ballon et tout ça, voilà, c'est les valeurs qu'on aime à l'OGC Nice, quoi. Même nous à notre époque, on n'avait pas les joueurs les plus talentueux, hein. Prenez des joueurs comme Abardonado, Everson et tout ça, c'est des joueurs qui mettaient beaucoup d'impact, beaucoup d'envie, et je pense que ça a toujours été la culture de l'OGC Nice et que tout le monde a toujours aimé ça, quoi. Cet OGC Nice 2002-2003. C'est vrai que c'est pas cette époque-là, Cyril Roll, mais j'ai revu un peu de Roll en barre quand il a fait ça là. C'est le même numéro. Retour. Enfin, il perd le ballon quand même au départ. Hein. Oui, mais il récupère sa bêtise. Je crois, comme Roll. Non, oui, cette époque 2002-2003, il faut dire que la remontée en Ligue 1. Et Poussin en a donné une grande part de contribution avec de nombreux buts la saison passée qui permet à l'OGC Nice de revenir en Ligue 1. Et on a senti un enthousiasme énorme au Stade du Rail. Avec Vincent, on était dans une toute autre tribune, on n'était pas en tribune de presse, on était plutôt derrière les buts. Moi j'y étais déjà. T'étais déjà en tribune de presse, c'est dire comme t'es plus vieux que nous. Qu'est-ce que t'as perdu? De quoi? Des cheveux, oui, ça oui. Pas du poids. J'en ai plutôt pris, j'ai fait un peu l'inverse. Voilà, le Ré était souvent en fusion et ce qui m'a fait penser aussi à faire cette rubrique là-dessus, c'est la présence de Poussin et aussi la victoire contre l'OM, parce qu'elle avait déjà été marquante cette saison-là aussi, avec un but de Loufadé. Le Guessant 2000. Voilà, c'était autre registre. Loufadé par rapport à Guessant, mais il y avait un réel enthousiasme autour de l'OGC Nice et puis donc en fouillant un peu les archives de Transfer Market sur l'affluence, je me suis aperçu que 2002-2003 c'est le record en fait du Stade du Ré en termes d'affluence. À cette époque-là, il y avait 256 000 spectateurs sur toute la saison, alors que ça tournait en moyenne à 100 000 sur les années précédentes. Et la transition faite, c'est que cette année, on est en train de faire une année record. Puisque l'OGC Nice, sur les 5 premiers matchs, est à 90% minimum de remplissage. Et donc en 5 matchs, il y a 141 000 spectateurs qui sont venus à l'Alliance. Si on multiplie donc par 4, puisqu'il va y avoir à peu près presque 18 matchs à la maison, 17, ça ferait du 200 000 et c'est ce qu'on n'a jamais vu, presque plus de 200 000, ce qu'on n'a jamais vu à l'Alliance depuis les 10 ans. Donc on retrouve cet engouement-là, une équipe qui gagne, une équipe qui fait plaisir avec des valeurs de combat qui étaient les valeurs vraiment essentielles de cette équipe avec José, avec Pancho, Evie. Il y avait des gladiateurs et ça donnait envie au public de venir au Stade du Rail, voir cette équipe se battre, avoir des résultats de prestige. Comme je l'ai cité contre l'OM, et même si à la fin de la saison c'était 9e je crois, 10e, elle avait donné vraiment de la fierté au public, cette équipe-là. Là, si tu finis 9 ou 10e, tu n'auras peut-être pas autant de monde au stade. Non, mais c'est plus le même projet, c'est pas la même conjoncture. Pour un promu, finir dans le top 10 avec champion les qualités. Donc c'était exceptionnel. Moi ça me rappelle un peu ça. Cette saison-là, avec espérant que ça finisse quand même plus haut que la 9 à 10e place. Est-ce que cette équipe de l'OGC Nice, puisqu'on parlait de rêve tout à l'heure, peut accrocher, alors pas la première place, on va peut-être pas encore parler de ça, mais en tous les cas, des places en Ligue des Champions? Clairement oui, parce que vu le début de saison qu'ils font, on a quand même battu Monaco, on bat Marseille, on va gagner à Paris. Je pense que l'OGC Nice montre que c'est un candidat sérieux pour le haut du tableau. Pour les 4 premières places. Bien sûr. Même plus c'est hyper rassurant quand tu te sens aussi solide et que tu prends jamais de but. Donc il suffit d'en marquer un seul. C'est mathématique. Donc c'est moi ce qui me fait dire, et depuis le début de saison, on voit qu'il se passe un truc. Ils aiment souffrir ensemble, ils aiment se faire mal. T'as un gardien qui derrière développe une énergie assez incroyable. Dante Todibo, si ça reste à ce niveau, c'est infranchissable. Youssouf, si le genou il joue plus avec son plâtre, c'est une machine. Et devant, t'auras toujours des garçons pour faire un exploit. Et on en parle en ville, en plus de cette équipe d'OGC Nice maintenant, ce qui est pour des bonnes raisons, on va dire. L'extra-sportif mis de côté, évidemment, parce que ce qui s'est passé ces premières semaines, c'était assez compliqué. Mais on en parle aussi... parce qu'il y a un engouement autour de cette équipe pour le sportif. Parce qu'elle gagne. Forcément, elle tutoie le haut du classement. Elle gagne des chocs au Parc, à Monaco, battre l'OM encore une fois. Et puis au-delà de cette place, ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est l'écart que tu as créé avec des candidats européens comme Lens qui sont à 10 points.
aujourd'hui. Marseille qui a 7, je crois, un truc comme ça. Rennes aussi qui est loin. Et c'est le prochain adversaire à domicile, Rennes, Voilà. un dimanche soir, et on peut estimer, alors ce sera juste avant la reprise de l'école, évidemment, dernier jour des vacances, on peut estimer qu'il y aura encore du monde, un dimanche à 21h. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a un véritable élan pour cette équipe. Il faut en profiter. Et si tu arrives jusqu'à la prochaine trêve encore à enchaîner des résultats positifs, à ne pas perdre, faut pas oublier, je le dis souvent, mais c'est qu'une saison à 34 journées. Et ça change beaucoup. Et après ce match-là, tu auras déjà joué 10 matchs, quasiment un tiers du championnat. Déjà un tiers, c'est ça. Ouais. Et avec cette solidité, je reviens à ça, elle me fait rêver parce que je me dis, quand tu prends aussi peu de buts, tu as plus de chances de gagner ou de prendre au moins un point. Mais est-ce que... revient aussi pas mal, pardon, vas-y, Landra. Est-ce que le fait que le projet il a été aussi un peu clarifié, il y avait pas mal de prises de parole des dirigeants pour dire voilà, on a peut-être un peu moins d'argent, mais du coup on va faire autre chose, est-ce que ça n'aide pas aussi le public à s'identifier un peu plus à cette équipe Je pense que déjà le coach n'est pas marseillais. Il y a 2 ans, c'était un peu le même format, mais il y avait toujours peut-être des Niçois qui étaient un petit peu réfractaires à Galtier. Christophe Galtier. Et aujourd'hui, je pense que Florent Ghisolfi, lui, a quand même réussi, un peu comme à Lens, à créer une forme d'unité et avoir l'intelligence de faire machine arrière, notamment sur le cas Cahuzac, et de créer autour du club une vraie énergie. Je pense que la grande force de Florent Ghisolfi, c'est ça aussi, de faire en sorte que tout le monde vienne avec lui dans ce projet-là. Parce qu'aujourd'hui, voilà, nous on a le droit de dire que au stade, c'est pas non plus très flamboyant sur le plan du jeu, mais on sent qu'il se passe quelque chose, même avec la populaire. Il y a un dialogue qui est très sain entre toutes les parties. Donc, ouais. Pour répondre à Léandrin, moi je pense plus qu'il s'identifie dans cette équipe, justement dans ses valeurs, comme on le disait avec l'équipe de 2002-2003. C'est peut-être pas flamboyant dans le jeu, mais par contre ça se bat, c'est à l'énergie, ils ont envie de gagner. Et on le voit à l'image de cette populaire sud, dans les grands matchs aussi, qui pousse et qui a réussi un superbe tifo. Ouais. Je tiens à le dire parce que ça fait un petit moment qu'ils faisaient des tifos, des chorégraphies qui n'étaient pas très au point, des choses à l'envers et tout. Mais alors celui-là, il était beau. Ouais, magnifique. Superbe tifo de l'OGC. Mais méfions-nous quand même parce que ça reste Nice et on n'est jamais à l'abri de mauvaises nouvelles dans ce club, comme on le sait tous très bien. Ouais, t'as fait peu de retouches aussi à l'intersaison. Ouais. Mais c'est à Nice, c'est quand tout va bien que justement qu'il faut commencer à s'inquiéter. Pas vraiment Poussin. C'est vrai, il faut toujours rester attentif. Toujours rester l'œil ouvert, exactement, ouvert par rapport à ça. Eh bien, messieurs, dames, merci beaucoup. Merci vous avez été parfait, comme d'habitude. Un régal. Merci Landra. Malgré ta doudoune, tu n'as pas transpiré. Non, moi, je me sens super bien. Toute l'émission. Mais tu vas au ski après? Non. Ne viens pas avec nous après. Je vais super. Jouer au paddle. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Il faut bien qu'il paye. Je transpire même pas. Facile. Merci Poussin d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Un plaisir. Avec plaisir. Merci messieurs, dames. Merci Landra. Encore une fois, exceptionnel. Merci à Sophie Doncé, Philippe Bertini, Chloé Wargard à la préparation et à la réalisation de cette émission. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, vendredi prochain. Bye bye.